d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent les amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Depuis plusieurs semaines, Fleur de l'Empole est ancrée devant West Caicos, une île déserte des Caraïbes. Dans la bibliothèque du bord, nous avons trouvé un guide qui parle d'une ville fantôme. Alors vous cherchez un arbre un peu biscornu qui fait une arche, donc vous voyez un arceau comme ça, et juste à côté il doit y avoir un palmier un peu plus grand que les autres. Et regardez là-bas, on voit quelque chose. Tu crois que c'est ça? Ah ouais, c'est blanc, bah, ça pourrait être le toit. On va voir. On s'approche un peu. D'après notre guide, ces ruines sont celles d'une plantation appelée Yankee Town. À terre, la chaleur est écrasante. Le seul habitant de Yankee Town est un aigle pêcheur. Qu'est-ce qui a pu amener des hommes à vivre sur cette île aride, à 1000 kilomètres du continent? The Loyalists were Americans who had fought for the British during the American War of Independence and afterwards banished from their native land. Some of the Loyalists, planters who arrived in Nassau with their slaves in the 1780s, were granted land in their uninhabited Caicos Islands. Donc ils disent que les Loyalistes, qui étaient des Américains, qui sont battus pour la Grande-Bretagne pendant la guerre de l'indépendance, sont arrivés ici parce qu'ils étaient bannis et ils ont travaillé ici en plantant du coton, du sucre pour environ 30 ans. Puis comme la terre était tellement sèche, ils sont partis en laissant leurs esclaves ici et c'est ça qui a commencé cette population. Même en 1700, il n'y avait pas de machine à vapeur. Oui, mais dans ce guide, ils disent qu'il y a eu un peuple entre 1890 et 1920 qui est venu et qui a fait de l'exploitation du sel, et donc qui a fait pousser aussi du coton et du sisal. Et qu'est-ce que c'est le sisa machin? Le sisal, en fait, c'est comme le chanvre, c'est pour faire de la ficelle. Nous découvrons les restes d'une digue et d'une voie ferrée qui traverse l'île. Cette vaste lagune était autrefois un marais salant. Elle est devenue un paradis pour les oiseaux marins. Flamants roses, chevaliers, bécassos, hérons y trouvent une nourriture abondante et une tranquillité absolue. Afin de poursuivre l'exploration de l'île, les filles ont bivouaqué sur la côte. Henriette, dis bonjour. Oui. Vous êtes horrible. Bon allez, dodo. Émilie, faut se réveiller. J'ai faim. J'aime pas quand on me En réveille plus, j'ai le matin. la lèvre tout gonflée à cause des moustiques. J'ai la lèvre toute gonflée à cause des moustiques et j'ai pas pu dormir. Nous longeons la côte de West Caicos, attentifs à tout ce qui pourrait rappeler une présence humaine. Première découverte, des inscriptions gravées dans la roche. Capitaine de la guerrière, mars 1808. L'île a servi de refuge à des naufragés et des pirates. Mais ce que nous recherchons, ce sont des traces des Indiens. Ils peuplaient West Caicos il y a 500 ans et avaient développé une véritable civilisation du Lambi. Ça a l'air d'être ça, venez voir. J'en ai trouvé un. Tu les as trouvés? Un lambi, celui-là il est entier, mais je pense qu'on devrait en trouver des cassés. Tiens, regarde, là il y en a. Regardez, il y en a plein. Ah, là aussi. Ah ouais.
Il y en a partout, et regardez là, il y en a deux pareils, les deux mêmes. Les Indiens taillaient ici des outils dans les lambis, ces gros coquillages. Cette partie du lambi a été enlevée, donc peut-être que ça ressemble un peu à ce bout pointu. De toute façon, ça servait peut-être comme outil, comme c'est assez pointu et peut-être tranchant. Venus d'Amazonie avec leurs pirogues, les Amérindiens avaient peuplé les îles Caraïbes jusqu'aux Bahamas. West Caicos était habité par les Arawaks. Christophe Colomb les rencontra lors de son premier voyage. Il y a des bouts de lambi là. C'est bizarre ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Il y a des lambis apparemment qui ont été éclatés. À côté, il y a un gros morceau de corail qui pourrait très bien servir comme marteau. Ça se trouve, il est venu là naturellement, mais peut-être aussi que les hommes s'en servaient de marteau, vu que c'est très pratique. Je suis super contente. Alors là, ça excite complètement ma curiosité. J'ai envie de fouiller toute l'île. Ça me fait bizarre déjà de penser que je suis sur un lieu que des gens ont déjà foulé, quoi, il y a hyper longtemps. Ça me fait bizarre aussi de toucher des objets qu'ils ont déjà pris dans leurs mains. J'ai l'impression que je pourrais peut-être avoir des bouts de leur peau, quoi, sur l'objet. Ça m'intrigue beaucoup, je sens leur présence. Nous avons découvert un atelier où les Arawaks fabriquaient des outils en lambi. Nous fouillons une parcelle d'1 mètre carré en prenant bien soin de ne pas dégrader le site. Je me serais jamais imaginé à l'école, quand j'apprenais Christophe Colomb, que je me retrouverais en face d'un site amérindien, un peu tel qu'il les a découverts, lui. Dans le journal de bord de Christophe Colomb, il disait qu'ils avaient des huttes coniques, qu'ils étaient tout nus, qui naviguaient en pirogue, et on pense aussi qu'il y avait des échanges entre les îles. Je suis en train de dessiner une gouge. C'est un outil des Amérindiens. En fait, on en a trouvé 3 sortes d'outils. La gouge, ça servait à raboter le bois. C'était tranchant ici, et comme ça, ils pouvaient raboter le bois. Ça servait de poinçon. Et ensuite, il y a une hache, qu'on tient très bien dans la main, comme ça. On pouvait couper, ça devait être tranchant ici. Et ça, c'est pris dans le manteau du lambi. 20 ans après que Christophe Colomb ait découvert cet archipel, il n'y avait plus d'Arawaks, car ils étaient tous morts par l'esclavage. C'est-à-dire que les Blancs les avaient emmenés dans les îles du Venezuela pour pêcher les perles. Et en fait, les Indiens n'ont jamais supporté l'esclavage et ils sont morts. Sans les lambis, les Indiens auraient-ils pu vivre sur ces îles arides? De nos jours, ces coquillages à la chair savoureuse sont toujours l'une des principales ressources d'un grand nombre d'îles Caraïbes. Non loin de Fleur de l'Ampol, nous partons à la rencontre de pêcheurs. Les barques à moteur ont remplacé les pirogues indiennes, mais la méthode de pêche, elle, n'a pas changé. C'est en plongée libre que les habitants des îles Turques et Caïcos récoltent des lambis. Ces plongeurs sont d'une efficacité redoutable. 2 heures leur suffisent pour remplir la barque à ras-bord. Ils nagent pendant des kilomètres. Ils descendent, ils reprennent leur lambi, ils remontent, ils continuent, ils replongent. Et on a l'impression qu'ils ne s'arrêtent jamais, qu'ils sont toujours sous l'eau, qu'ils n'ont pas froid, c'est des athlètes. Voilà. Alors Mario, c'est fini la pêche? Je vais retirer Ah oui? dans le coquille. Ah bon? Je vais retirer la viande dans le coquille. Victimes de leur succès, les lambis se font de plus en plus rares dans la mer Caraïbe. Voilà, tous. Tous entiers. Nous poursuivons avec Pierre Lejeune nos expériences sur le corail. Le but de l'opération alors aujourd'hui, c'est d'aller poser la cloche qui est là, sur la tête de corail qui se trouve juste derrière le Zodiac. Là. Et on va prélever un brin d'algue qu'on pèsera après au laboratoire, on va mettre dedans.
Et immédiatement après l'installation de la cloche, il faudrait qu'un d'entre vous fasse un prélèvement d'eau dans la cloche pour qu'on sache la quantité d'oxygène qu'il y a dedans. Et puis un prélèvement d'eau autour de la cloche pour savoir quelle quantité d'oxygène il y a dans l'eau libre. Ça devrait être la même au départ. Puis on reviendra dans 1 heure voir ce qui s'est passé. D'accord. D'accord? Et est-ce qu'on va faire aussi avec du corail? Ouais, bien sûr. Le but, c'est d'étudier le corail quand même dans notre histoire. Donc on commence par des algues parce qu'on sait que ça produit bien de l'oxygène. Après, on ira prélever des tout petits morceaux de coraux qu'on installera et on essaiera de refaire un nouveau cycle de 24 heures d'étude de la production ou de la consommation d'oxygène, on verra, par les coraux. Pendant 72 heures, nous vivons au rythme des dosages d'oxygène. Nos expériences se poursuivent même au milieu de la nuit. Ce morceau de corail a passé 6 heures dans la cloche. Il y a 6 heures, on a mesuré l'oxygène dans l'eau. Et maintenant, on remesure l'oxygène par méthode colorimétrique pour savoir si le corail a dégagé de l'oxygène ou si au contraire il en a absorbé. Dans le laboratoire de Fleur de l'Ampolle, nous utilisons pour nos mesures une méthode chimique simple, mais précise, la colorimétrie. Voilà. Je mets le 5e réactif et c'est un liquide, je mets un certain nombre de gouttes, je ne connais pas encore le nombre. Et quand l'eau sera devenue complètement transparente, c'est à partir de ce moment-là, je saurai combien d'oxygène il y a dans l'eau en fait. Alors ça commence à devenir transparent. Là c'est transparent. En fonction du nombre de gouttes que j'ai mis, je sais que dans la cloche, il y a 4,9 mg d'oxygène par litre. Pierre, ça veut dire que les coraux ont consommé de l'oxygène cette nuit? Tout à fait, ils ont consommé de l'oxygène sur des animaux, ils ont respiré. Mais rappelle-toi, on a placé cette cloche à midi, les coraux sont restés à peu près 6 heures dans la lumière, et lorsqu'on a repris la quantité d'oxygène qu'il y avait dans la cloche après 6 heures de lumière, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'oxygène qu'au départ. Donc pendant les heures de lumière, les coraux ont produit de l'oxygène. Mais c'est pas possible car les coraux sont des animaux et donc ils consomment de l'oxygène. En principe, oui, les animaux consomment de l'oxygène, ils respirent comme toi et moi. Mais tu sais, on en a parlé précédemment, que les coraux ont créé une association avec une petite algue qui s'appelle la zooxanthelle. Les zooxanthelles vivent dans les tissus même, les tissus animaux du corail. Et cette association est assez extraordinaire puisqu'elle permet à un animal finalement de produire de l'oxygène comme un végétal. C'est donc l'association étroite d'une algue et d'un animal qui a permis au récif corallien de s'épanouir. Cette symbiose apporte à chacun les éléments nutritifs dont il a besoin. Les récifs coralliens nous offrent là une belle leçon de coopération.